是来自法国的 François 先生啊，他是法国国家历史遗迹总建筑师。Merci beaucoup. Je parle français, je ne peux pas parler ni chinois ni anglais. Je suis désolé. C'est très... Nous avons en France une loi qui s'appelle la loi du 31 décembre 1913 qui a permis à l'État français de classer au titre des monuments historiques des édifices qui sont parmi les plus intéressants, les plus représentatifs de notre patrimoine. Donc nous sommes en 1913 et malheureusement cette loi qui pose des conditions très draconiennes pour les propriétaires d'édifices protégés, qui créent des obligations très importantes, également des obligations de l'État, puisque l'État va en contrepartie subventionner les travaux qui peuvent être faits sur un édifice classé au titre des monuments historiques. Et malheureusement, cette loi va être très vite confrontée à la Première Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale avec des destructions qui sont tout à fait dramatiques. Et donc, les architectes en chef des monuments historiques, qui sont chargés de la restauration des monuments classés, et qui sont nommés par l'État après concours, vont être confrontés à réaliser des travaux extrêmement compliqués du fait des blessures, des dramatiques blessures qui vont apparaître notamment dans l'est du pays. Alors vous voyez ici le bombardement de la cathédrale de Reims, qui est un joyau de l'art gothique français, bombardement qui a eu lieu en septembre 1914, donc au tout début de la guerre, par les Allemands. Les Allemands savaient exactement ce qu'ils faisaient en bombardant la cathédrale de Reims, qui est en fait le symbole de la royauté française, puisque le sacre des rois, depuis Clovis, eh bien, s'établissait, se réalisait dans cette cathédrale. Alors, face à ce drame épouvantable, la cathédrale est restée très longtemps, enfin pendant toute la guerre, en ruine, et c'est l'architecte Henri Deneux qui, en 1920, va procéder à un projet très intéressant et qui est tout à fait nouveau dans le domaine des monuments historiques. On est loin de Viollet-le-Duc. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce que pouvait être Viollet-le-Duc, eh bien, Henri Deneux va proposer de reconstruire des parties complètement détruites, mais pour la charpente, plutôt que d'utiliser une technique traditionnelle de charpente en bois, il va créer une charpente tout à fait originale en béton armé, par petits éléments de béton armé, c'est ce que vous voyez ici. Et donc, j'y vois là les fondements, ou plutôt le démarrage d'une autre appréciation de la restauration des monuments historiques. On ne pense pas forcément à reconstruire à l'identique, mais on va sauvegarder l'image, puisque avec cette cathédrale, l'image de la cathédrale va être est conservée. La charpente en béton armé est démontable, donc il y a une réversibilité, et donc on peut dire que dès les années 20 apparaît cette notion de réversibilité. Et le béton armé va être extrêmement intéressant dans nos techniques de restauration, notamment, vous voyez ici, avec l'église, petite église de campagne, qui a été restaurée par un certain Jean-Pierre Paquet, qui était architecte des monuments historiques, et qui a utilisé, sans doute pour la première fois, l'idée d'une pince en béton armé. Alors c'est l'autre photo qui passe. Voilà, voilà. Non, c'est
Ah là, ça va trop vite. Il faudrait revenir. Non, il faut revenir. Où est-ce qu'elle est, ma traductrice? Ça va pas du tout. Il faut revenir à la première photo avec les... J'arrive pas à faire marcher ce truc-là. Là, tout mon propos va être désordonné. Return to the first photo. Bien, tout ça pour dire que l'idée de la pince en béton armé, ça permet de... Vous savez, dans l'architecture gothique, on a des poussées obliques, c'est une construction en pierre, et donc on a des poussées obliques très importantes. Et bien souvent, les architectes, avant la création de l'invention du béton armé, ne savaient pas résoudre cette stabilité, ou plutôt un défaut de stabilité. Et donc on démontait l'édifice et on le remontait pour lui redonner sa géométrie d'origine. Or, avec la création avec l'utilisation du béton armé, eh bien, on peut recentrer les charges sur la structure existante. Donc ça permet de cicatriser en quelque sorte la structure existante, de la sauvegarder, ce qui est aussi une grande évolution par rapport à ce que l'on faisait au XIXe siècle, pour avancer. Donc voilà, j'ai fini. C'est la dernière photo. Bon, je continue. Donc cette invention du béton armé va être très importante pour la restauration des monuments historiques. Ça, nous sommes entre les deux guerres. Et alors voilà, donc venons. C'est ce que j'ai appelé l'élaboration d'une doctrine de la restauration. La Deuxième Guerre mondiale va également apporter de nombreuses destructions dans nos édifices protégés au titre des monuments historiques. Et on voit apparaître également une nouvelle manière de restaurer qui va être un petit peu dans l'idée d'Henri Deneux de cicatriser les parties disparues par un mur ou une idée, une conception contemporaine. Et là, on a des exemples tout à fait intéressants avec l'église Saint-Lô, qui pouvait apparaître, ce serait parfait. Donc mon discours est complètement dénaturé sans mes photos. Donc ça va pas être simple. Non seulement je suis en français, mais en plus, j'ai pas de photos. Ça. Je recommence tout à zéro. Voilà, alors. Non, ça c'est le début. Oui, alors, on recommence. Voilà, donc je reviens très rapidement sur à droite. Et cette technique de construction, de restauration, de cicatrisation va évoluer, notamment ici, avec des efforts qui sont repris par la charpente. Donc, vous voyez, on essaie, par ces photos, j'essaie de vous démontrer qu'on arrive à sauvegarder, à conserver la matière d'origine avec une chirurgie, si vous voulez, une microchirurgie qui permet de maintenir l'édifice dans l'état où il nous est parvenu. Alors, la Seconde Guerre mondiale, voilà, l'église Saint-Lô en Normandie,
donc qui a été détruit pendant les bombardements. Vous voyez l'état de l'édifice après les bombardements. Et voilà le projet d'Yves-Marie Froidevaux, où il a conservé strictement l'ensemble du bâtiment, et la façade, il a cicatrisé et remplacé la façade gothique. Il aurait pu la remplacer, la reconstruire, puisqu'on avait tous les plans pour le faire. Eh bien non, il a préféré faire un projet contemporain. Et alors j'en viens à, tout simplement à mon ami italien, à l'acropole d'Athènes, avec les rectéions, où on voit avec cet exemple que deux pierres qui sont disséminées au pied de l'édifice, eh bien on peut faire une reconstruction, et on distingue dans cette reconstruction les parties qui sont authentiques des parties qui ne le sont pas. Et on s'oriente petit à petit vers la Charte de Venise, qui nous dit très clairement les choses en nous exprimant: la restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne, ainsi que du document, le monument comme document authentique. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse, et s'il y a quelque chose à retenir de la Charte de Venise qui date de 1964, qui a été signée par les architectes, techniciens, historiens des monuments historiques en Europe, elle s'arrête, la restauration, là où commence l'hypothèse. Souvenez-vous de ce que disait Viollet-le-Duc au XIXe siècle: la restauration, on peut restaurer un édifice dans un état qui peut n'avoir jamais existé. Donc on est très très loin de ce que Viollet-le-Duc pensait au XIXe siècle. Alors évidemment, la Charte de Venise peut avoir ses excès, et d'une ruine, on peut en faire un objet de création architecturale. Je pense que là, c'est la limite de l'exercice, puisque sur ce château de Lichtenberg, qui est en Alsace, eh bien, les parties originales, effectivement, sont conservées, les parties neuves sont parfaitement lisibles, mais, à mon sens, je trouve qu'on a quand même déformé, altéré l'image du monument tel qu'il pouvait être à l'origine, et je pense aussi qu'avec un projet poussé à ce niveau-là, la valeur esthétique de l'édifice a été modifiée. C'est un projet d'Andrea Bruno, qui est un très très talentueux architecte italien. Alors je voulais prendre comme exemple désormais le Mont Saint-Michel, dont je m'occupe depuis une quinzaine d'années, qui est un édifice que vous connaissez évidemment, emblématique de notre pays, ce monument que votre pays d'ailleurs vient souvent visiter. Eh bien, depuis le 31 décembre, depuis la loi de 1913, évidemment, le Mont Saint-Michel n'a pas subi les avatars de la guerre. Et il a été, voilà, il est issu ici, dans cette image, c'est celle que nous donne le début du XXe siècle, donc avec les modifications du XIXe siècle. À partir du classement de l'édifice de l'abbaye, eh bien, seule l'abbaye était classée. Il n'y avait pas d'emprise, l'État n'avait pas d'emprise sur le village, sur ce qui passait autour de l'abbaye. Et d'ailleurs, aux grandes dames et de l'État et du maire, parce que c'est une commune, donc le maire intervenait on lit les choses suivantes au début du XXe siècle. Gardien de notre patrimoine, l'État français n'a point toujours rempli son devoir, qui était de protéger le Mont Saint-Michel contre la sottise et la cupidité des hommes. À la vérité, il a réparé et consolidé les sublimes bâtiments de l'abbaye, mais il leur a infligé de médiocres restaurations, et a surmonté l'église d'une flèche inopportune. J'en ai parlé à Pékin. Il a permis que fût construit en vue d'intérêt privé une digue. Vous voyez cette digue, donc au départ c'était une île, une digue grâce à laquelle la mer a cessé de baigner le pied du mont, désormais ensablé. Enfin, il a laissé la pente méridionale du rocher, donc c'est tout ce que vous voyez sur votre droite, se couvrir de constructions hétéroclites dont la laideur fait tache dans l'admirable tableau. C'est dans un journal de l'Illustration qu'on lit en 1929. Alors effectivement,
à l'orée du XXe siècle, eh bien, on s'aperçoit que de nombreuses constructions ont été réalisées à la fin du XIXe siècle. Au moment où on construit la digue, eh bien, il y a une sorte d'appel touristique qui fait que les villageois vont construire des édifices pour accueillir ce public. Et donc c'est le grand danger en réalité, parce qu'on va détériorer, on va abîmer l'image du Mont-Saint-Michel. Alors ce que vous voyez en couleur, ce sont les édifices en vert foncé, ce sont les édifices construits au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, que l'État va démolir entre les deux guerres, de 1920 à 1930-40. Les autres bâtiments que vous voyez en brun, eh bien, ce sont ces édifices du XIXe siècle qui peut-être ont été jugés un peu moins altérants pour l'image générale de l'édifice et qui, eux, ont été conservés. Alors l'État, à ce moment-là, n'a qu'un seul outil, en quelque sorte, à son pouvoir, pour pouvoir conserver cette image du Mont-Saint-Michel. Le seul outil, c'est de classer à l'intérieur du village un certain nombre de monuments, d'édifices, pour pouvoir les protéger. Ce n'est pas encore la protection générale avec ce que vous présentera tout à l'heure cet après-midi Yves Steff, avec le rayon de 500 mètres, un rayon de protection, et puis les différents outils d'urbanisme qui permettent de conserver les abords du monument. Parce qu'au fond, le Mont-Saint-Michel, c'est un monument à part entière, tous des monuments dans cet édifice, les remparts, le village et évidemment l'abbaye. Alors ces édifices ont été construits, voilà l'évolution touristique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc voilà le mont, la Grande Rue au début du XXe siècle et la Grande Rue aujourd'hui. Vous voyez que l'image a été conservée. Et vous allez voir comment on arrive à conserver cette image. Alors, dans les années 30, en fait, l'État va s'emparer de parcelles, exproprier en quelque sorte, et construire à son bon vouloir. Et ce sont des architectes en chef des monuments historiques qui vont construire ces édifices. On est dans un style néo-roman, néo-normand, néo-gothique, néo-médiéval, si vous voulez. Et donc, déjà s'amorce l'idée que pour s'intégrer dans ce monument qui est très particulier, eh bien, on doit construire à l'identique de ce qu'on a fait il y a ici 5 siècles. Alors voilà le monument dans son ensemble, mais ce n'est pas trop cela que je voulais vous montrer. C'est la protection aujourd'hui de l'édifice. Vous voyez, tout est protégé au titre des monuments historiques. Ce que vous voyez en rouge, clair, ce sont toutes les propriétés classées monuments historiques. En rouge foncé, ce sont les adossés aux monuments historiques. Parce qu'on a une loi aussi chez nous qui dit que quand un bâtiment est classé, ce qu'on va mettre contre le bâtiment est classé aussi. Donc c'est très intéressant, ça nous est très utile. Et puis vous avez tout ce qui n'est pas classé, donc c'est des parties qui sont en grisé. Donc vous voyez que, en fait, tout est protégé au titre des monuments historiques, ce qui va permettre à l'État, finalement, d'intervenir partout. Alors, la restauration aujourd'hui, vous voyez, la restauration de l'abbaye, c'est plutôt simple. On continue à restaurer tel qu'on l'a toujours fait, pratiquement. Vous voyez l'édifice à la fin, j'ai pris l'exemple du chœur de l'église abbatiale, qui est un très très beau chœur gothique de la fin du XVe siècle. Vous voyez le chœur à la fin du XIXe siècle, encombré de choses. On est au moment où l'État s'approprie l'édifice. On est à la fin de la période... D'accord, il faut que j'aille très vite, parce que c'est 1 minute, je ne vois pas bien. C'est 1 minute ou 5 minutes? Si c'est 1 minute, c'est dramatique. J'ai perdu beaucoup de temps avec les photos. Vous m'accordez quelques... Bon, d'accord. Donc je vais aller très vite. Le chœur en 1930, et puis, voilà, aujourd'hui, le chœur gothique. C'est pour dire, il y a une sorte de... On exclut un petit peu le religieux et on redonne une image très sobre, très austère de l'édifice. Ça va pas être le cas dans le village. Ah. La prière est trop longue. Ça marche plus. Voilà.
Alors, Yves-Marie Froidevaux, qui est un architecte en chef des monuments historiques, qui est intervenu juste dans les années 40-50, a fait un très très beau travail. Vous voyez que ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le béton armé, on le retrouve ici au Mont-Saint-Michel, avec la très très belle restauration de la première église, qui est une église souterraine, et sur laquelle s'appuyait la façade de l'église. Il a fallu en fait suspendre la façade avec une poutre en béton précontraint pour pouvoir dégager ce qu'on avait dessous. Alors ça a été un très beau travail qui a été fait. Vous voyez, cette première église du Mont-Saint-Michel qui date du 9e siècle, donc tout à fait intéressant. Alors, si vous voulez, ça, le travail de restauration se poursuit. On essaie petit à petit de maintenir l'image médiévale, même rétablir l'image médiévale de l'abbaye du Mont-Saint-Michel sans trop de soucis. Par contre, dans le village, c'est un peu plus compliqué. Alors, oui, je voulais vous parler des remparts, parce que on a aussi des documents historiques, on travaille sur des documents historiques qui vont permettre de faire des restaurations qui seront justifiées par l'archéologie, par l'analyse documentaire. Vous avez cette tour-là qui est tout à fait intéressante, qui apparaît sur la maquette, une maquette de 1690. Et mon prédécesseur s'est inspiré de cette maquette pour restaurer. Alors voici donc la même tour, vous voyez dans les photos du début du XXe siècle, et puis la restauration qu'il en a faite, s'inspirant de la maquette. Donc vous voyez, on réinvente en quelque sorte, on reconstruit, on est dans la sauvegarde de l'image. Ce travail-là peut avoir quelques difficultés. Ah, c'est très embêtant de ne pas pouvoir suivre avec les photos. Voilà, donc j'ai été amené à restaurer cette tour. Donc j'ai fait le même travail, je me suis inspiré d'abord de la maquette qui présente des dispositions très particulières, vous allez le voir. J'ai fait une recherche avec les premiers projets de restauration. Un illustre prédécesseur, donc au XIXe siècle, avait fait ce projet de restauration de cette même tour. Et puis, au moment des travaux, donc voilà la tour avant les travaux, vous voyez, avec des dispositions bien particulières, notamment ce toit au-dessus, qui est une possibilité qui n'est pas certaine. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que lors du chantier, eh bien, on s'est aperçu que les dispositions de la maquette de 1690 étaient fausses. Donc, ce qui nous donne quelques doutes sur l'utilisation de cette maquette pour pouvoir faire nos restaurations du monument. Alors, oui, c'est embêtant, quoi, parce qu'on... Voilà, donc vous voyez le projet de restauration qui est à l'envers, et donc après les travaux, grâce à l'archéologie, donc j'avais un archéologue qui travaillait avec moi, et qui nous a permis de voir que finalement, les dispositions existantes de cette tour étaient absolument justes et authentiques. Et donc on les a conservées intégralement, sans les modifier. Il y a juste une petite chose. C'était une amorce simplement pour rendre lisible l'idée qu'il y avait un parapet tout autour. Mais on a ce glacis quand même très important. Donc vous voyez, il faut aussi se méfier des documents, parce que cette maquette, qui a servi à nos prédécesseurs pour travailler sur la restauration, eh bien, peut vous entraîner dans des sujets un petit peu erronés. Et je vais terminer sur les travaux du village. Voilà les travaux après la restauration. Embêtant. Voilà, alors la maquette, vous voyez, donc, et voilà le village. Donc mon prédécesseur s'est également inspiré de cette maquette pour pouvoir restaurer les maisons du village. Et donc, là, il y a un travail très intéressant qui est de reconstruire à l'identique ce que l'on voit sur la maquette. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des reconstructions à l'identique de ce qui existait sur la maquette. Alors, je vous ai apporté mon doute, moi, sur quelques... Mais finalement, l'image générale du Mont-Saint-Michel est maintenue. D'ailleurs, l'architecte qui se justifie parfaitement dans son choix nous dit « Le Mont-Saint-Michel, c'est un monument que l'on fabrique, une mise en scène, qui doit être regardée non seulement avec l'œil rigoriste de l'historien de l'architecture, mais également avec celui du public, en quête
de rêve, ou en quête du rêve romantique sous-tendu par le mythe de cet édifice. Donc voilà comment se justifie notre architecte pour pouvoir reconstruire des maisons à l'identique de ce qu'elles pouvaient être sur cette fameuse maquette. Alors il a également utilisé l'archéologie, puisque dans le sol on a des éléments qui nous permettent de retrouver les trames, etc. Donc vous voyez, la restauration du village de Mont-Saint-Michel est tout à fait intéressante et bien dans le sujet que vous traitez lors de ce symposium, puisque on essaie de repartir des documents existants pour pouvoir faire de l'architecture dite contemporaine, qui est en fait une architecture traditionnelle. On utilise d'ailleurs complètement les matériaux traditionnels pour pouvoir reconstruire, et en fait ce qui est gardé, c'est l'image générale de ce monde. On ne fait pas un acte d'architecture, de création d'architecture, mais bien un acte de création, de conception d'un paysage qui doit être maintenu. Et je terminerai mon propos par cette citation de Victor Hugo, grand poète et auteur littéraire français: « La protection, la conservation et la transmission d'un bien commun, témoin de notre histoire et de notre société, démontrent son degré de civilisation. » Merci beaucoup pour votre attention.